Hello les amis, moi c'est Vincent, content de vous accueillir pour ce tout premier épisode de l'histoire de Sorare Vélo, intitulé Le gameplay du futur. Alors moi je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à Sorare. C'est Antoine Besson qui est journaliste sportif, journaliste cycliste, qui est venu me voir il y a quelques mois en privé sur Twitter. Il m'a dit, est-ce que tu connais Sorare et est-ce que ça serait pas ouf d'avoir Sorare sur le vélo? Alors moi je connaissais pas du tout Sorare, c'est la première fois d'ailleurs que j'entendais parler de Sorare et depuis je me suis intéressé et on va faire une émission de Sorare Vélo, la toute première émission de Sorare sur le cyclisme, donc intitulée Le gameplay du futur. Alors on va nous prendre pour des immenses malades, pour des grands tarés. À l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes le 14 juin 2022. Aucun projet Sorare Vélo n'a été lancé, à aucun moment Sorare n'a communiqué sur le sujet. À l'heure où on se parle, on a du foot à toute patate, il y a un petit peu de baseball, visiblement il y a du golf qui va arriver, mais on sait que tôt ou tard, Sorare voulant s'attaquer à tous les sports, on aura notre gameplay autour du vélo. Et pour imaginer ce que sera Sorare Vélo dans quelques années, espérons dans quelques mois, parce qu'on est des fans de vélo, j'ai réuni 4 invités qui pour moi représentent un petit peu tous ceux qui vont écouter ce podcast, à la fois des gros fans de vélo, des gens qui viennent du Paris sportif, des gens qui sont déjà également sur Sorare. Voilà, j'ai 4 invités prestigieux pour ce tout premier épisode de Sorare Vélo et je vais commencer par mon premier invité, donc très célèbre dans la communauté des Paris sportifs, auteur du livre Comment vaincre la chance, animateur de l'émission Parier gagnant et depuis peu sur Sorare également. C'est Benoît Tréanton. Premier invité. Benoît? Ouais, salut Vincent. Salut. Salut Benoît. Content de l'invitation. Avec grand plaisir Benoît. T'es depuis quand sur Sorare toi? Je suis rentré fin février 2022. D'accord. Donc on rappelle une grande carrière dans les paris sportifs. Écoute, je suis surtout un grand passionné depuis 20 ans. C'est surtout ça qui fait que voilà. Et je viens de découvrir Sorare, donc je suis en train de switcher. Comme on dit, je suis en train de switcher, je suis en train de passer de l'un à l'autre parce que on va en parler, en long, en large, en travers, mais Sorare, ça allie beaucoup de choses. Ça allie, pour moi, quand tu viens du Paris sportif, je suis habitué à analyser des statistiques, voilà, un peu comme on fait dans le vélo. Et puis voilà, le foot, oui, forcément, ça me parle. Donc, et je suis un vieux, j'ai 43 ans, donc je suis un enfant de Football Manager. Donc, forcément, ça me parle aussi. Donc, ça réunit tout ce que j'aime et c'est pour ça que je suis en train de switcher. Alors justement, on va basculer sur un de tes enfants. C'est un enfant de Football Manager, mais tu as des enfants, des gens que tu as formés. Donc deuxième invité, c'est notre ami Rémi Gémeaux, auteur de 2 bouquins, Parier sur le tennis, votre futur complément de salaire, Parler sur le cyclisme aussi, votre futur complément de salaire, et donc créateur du groupe Money Times sur les réseaux sociaux. Rémi Gémeaux est avec nous. Comment ça va Rémi? Bonsoir, mais je l'ai coécrit avec toi, Parier sur le cyclisme, c'est vrai. Votre futur complément de salaire, donc voilà, je vais pas prendre toutes les fleurs. Merci de l'invitation, merci. En plus, on est très très bien accueillis, très belle introduction. J'ai juste noté moi prestigieux. Voilà, j'ai noté le terme prestigieux. Je le prends pour moi ce soir, je dormirai très très bien. T'es depuis quand sur Sorare, toi, Rémi? Moi, je suis sur Sorare depuis début mars 2022, alors que je connais Sorare de nom depuis fin 2020, mais j'étais trop préoccupé à faire des choses non appropriées. Et donc, dans la communauté Sorare, et donc malheureusement, je n'ai pas intégré Sorare en 2020, et par ma plus grande, je suis maintenant malheureux de ne pas avoir commencé fin 2020, mais c'est pas grave, tôt ou tard. Je pense que plus tôt vous commencez Sorare, je pense, et mieux vous pouvez tirer les marrons du feu. Et voilà. Peut-être que tu seras le premier sur Sorare Vélo, en tout cas, voilà, on sera parmi... Il y a de fortes probabilités pour qu'on soit les premiers, effectivement. Et tu fais partie du premier podcast de l'histoire de Sorare Vélo. Nous sommes des Illuminati, oui. Exactement, des grands malades. On va accueillir notre troisième invité. Alors c'est quelqu'un, si je dis pas de conneries, je crois qu'il est pas encore sur Sorare. Moi personnellement, voilà, il va représenter un petit peu la communauté de tous les fans de vélo. On va dire que depuis le décès de Nicolas Portal, moi c'est le mec que j'aime le plus écouter parler bicyclette. Il co-anime sur Red Sport BE avec Gilou les émissions de Paris Vélo. Il a 4114 abonnés sur Twitter, que des abonnés qui viennent pour ses rébus, pour ses analyses de parcours. C'est Monsieur Latib, alias Thibaut. Comment ça va Thibaut ?
Bah écoute, très bien. On est formidablement accueillis. Les autres le relevaient. Bon, certes, ça manque un peu de biscuits apéro, j'ai envie de te dire, mais sinon, non, c'est très bien. Et t'avais raison, oui, je ne suis pas sur Sorare. Tu n'es pas sur Sorare, mais s'il y avait du vélo sur Sorare... Ah, le jour où le vélo débarque, j'y suis assurément. Après, je n'y suis pas pour des choix personnels du côté du foot. Je trouve que c'est extrêmement chronophage. On le sait, moi. Bon, certes, le site a été un peu mis entre parenthèses cette année pour des raisons diverses, mais m'occuper de mon site web, de ma communauté, c'est déjà extrêmement chronophage. On s'en rend pas compte. Donc, aller chercher toutes ces infos en foot, j'ai pas envie de me le cotiner en sachant que j'ai un métier à côté, quoi. Bon, très bien. Mais on va essayer d'imaginer avec toi, Thibaut, et je pense que tu vas avoir de bonnes idées pour imaginer ce que serait qu'un gameplay de Sorare en vélo. Et donc, on va terminer avec le quatrième invité. Alors, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître ces derniers mois grâce à Sorare. C'est devenu aussi mon youtubeur préféré, spécialiste de foot avant tout, mais qui s'y connaît aussi en vélo. Il y a moins de gens qui le savent. 7600 abonnés sur YouTube. Monsieur Corentin, alias Monaco 76. Comment ça va, Corentin? Salut à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, ça va super. Ouais, j'aime beaucoup le vélo, c'est vrai. On n'en sait pas beaucoup sur moi par rapport au vélo, mais c'est vrai que je suis un petit peu quand même tout ce qui est Tour de France, tout ça. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon, et ben nous on est très contents de t'accueillir. Alors justement, on va commencer avec toi, Corentin. Alors on va pas faire un long speech sur le fonctionnement des NFT, sur le fonctionnement de Sorare. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui sont sur le podcast peuvent facilement se renseigner en allant sur le net. Mais voilà, juste en quelques secondes, Corentin, vu que t'es un petit peu le pionnier de Sorare dans l'équipe qui est présente sur ce podcast, est-ce que tu peux juste rappeler, expliquer en quelques secondes Sorare, comment ça marche et comment ça fonctionne? Alors pour dire simple, c'est un jeu de collection en fait. Voilà, il faut collectionner des cartes, donc NFT de football. Pour jouer, c'est très simple, il faut 5 cartes. Un gardien de but, un défenseur, un milieu, un buteur et un remplaçant. Enfin un remplaçant, un sub on va dire. Et ensuite, voilà, compétition et selon les résultats IRL, donc dans les matchs de la vie de tous les jours, on aura un nombre de points, 0 sur 100. Et les 5 cumulés, ça va faire une note globale et on aura un classement. Et avec ce classement, on pourra donc gagner d'autres cartes NFT ou bien rien du tout. Bon. Voilà. Eh ben parfait, t'as très très bien résumé. Alors justement, on va essayer d'imaginer tous ensemble comment on peut transposer ce qu'on connaît à l'heure qu'il est sur le foot et comment on pourrait avoir ce fameux gameplay sur le vélo. Je crois qu'on va commencer avec les compétitions qu'on aimerait avoir en cyclisme, sur quoi voilà, qu'est-ce qu'on aimerait avoir un jour sur Sorare en vélo. Je vais commencer avec toi, Rémi. Toi, t'aimerais avoir quoi comme compétition? Alors moi, effectivement, il faut le rappeler, effectivement, actuellement, sur Sorare, uniquement sur le football, le baseball et le golf arrivent, mais on va parler de ce qu'on connaît, on va dire, le football. Il y a des compétitions couvertes et des compétitions qui ne le sont pas. On va dire que pour moi, dans le vélo, ce qui doit être couvert, c'est au moins toutes les courses World Tour, les championnats d'Europe, les championnats du monde, les championnats nationaux et aussi les JO. Je pense que les courses, les 2.2, les 2.1, là on rentre dans une catégorie de courses après où voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Je pense que ça va être, on va perdre un peu du monde si je fais ça, mais voilà, au moins toutes les catégories de courses World Tour, je pense qu'il y en a aucune qui doivent s'y perdre. Si on doit commencer à aller chercher de la continentale, etc., ça peut être un petit peu plus compliqué pour ceux qui s'y perdent. On voit que sur Sorare, par exemple, il n'y a pas la Ligue 2. En France, si on veut rester assez simple, il n'y a pas la Ligue 2. Donc je pense que sur le vélo, on doit être aussi un peu dans la même tendance où le but est quand même de rassembler et de faire en sorte que la communauté connaisse de 1 les coureurs, de 2 les équipes et de 3 un peu les courses, avec des courses iconiques, etc. Donc je pense qu'on doit être sur grosso modo le gratin, un peu à l'image de ce que propose Sorare dans le football. On doit être un petit peu sur ce qui est possible, à mon avis, de scorer. D'ailleurs, Corentin, l'entreprise qui s'occupe justement du scoring dans le foot, qui s'appelle Opta, c'est ça?
C'est ça, ouais, c'est Opta. Ouais. C'est Opta et donc globalement une compétition qui n'est pas télévisée, c'est complètement impossible de l'évaluer en fait. Grosso modo, ouais, c'est ce que j'ai compris selon l'explication justement de Opta qui a fait un podcast il y a pas longtemps aussi dessus. Et ouais, en gros c'est ça. S'il n'y a pas de droit télé, c'est très compliqué pour eux de couvrir suffisamment. En fait, ils peuvent couvrir, mais ils n'ont pas les détails en fait des actions pour pouvoir donner des notes. Ouais, moi j'invite tout le monde à aller sur Sorar Media, donc qui a fait justement une émission hyper intéressante sur Opta. Il y a voilà le podcast est disponible où c'est totalement hallucinant où en fait voilà faut globalement avoir 2 ou 3 mecs dans une pièce qui analysent un match de foot, qui regardent les actions, qui déterminent en fait c'est l'œil humain qui détermine le scoring qu'on retrouve sur Sorar et donc forcément il faudrait aussi avoir voilà la même chose en vélo avec des gens qui regardent les courses et qui évalueraient en fait les performances des coureurs, quelles sont les actions qui influent sur les courses pour que nous joueurs de Sorar en matière de cyclisme on puisse avoir un scoring. Benoît, toi t'aimerais avoir quoi comme compétition? Qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant en plus bien évidemment des grands tours? Un peu tout ce qu'a dit Rémi, c'est vrai que tout ce qui est couvert par l'UCI World Tour, c'est super intéressant. Donc voilà, gros chauvin, je vais dire la troupe orléans. Hein. Non mais voilà, il faut déjà les grandes compétitions. Effectivement, aujourd'hui sur Art Foot, c'est que les grands championnats. Voilà, t'as pas les Ligue 2, ça viendra peut-être un jour. Donc voilà, mais non, comme Rémi, et surtout pas oublier les JO aussi parce que c'est vraiment une compétition à part et c'est super sympa à regarder. Puis je pense que ce serait super sympa à jouer en fait. Thibaut, avoir une offre un petit peu plus élargie que qu'on a en France au niveau des paris sportifs? Totalement. Après, moi, si tu me demandes, je te dis toutes les compétitions. Mais ça, c'est en tant que mordu de vélo. Après, en étant réaliste, les World Tours suffisent à elles-mêmes. De toute façon, quand tu regardes les paris sportifs, c'est simple. Tu regardes les rapports de l'ANJ et chaque année, ce qui rapporte le plus de masse monétaire en termes de joueurs sur le cyclisme, c'est le Tour de France. Je crois que ça représente quand même à peu près 2/3 des mises sur l'année. Donc ça t'en dit long sur le suivi des aficionados et c'est aussi ce genre de joueurs que tu veux attirer. Donc si tu mets des plus petites compétitions, forcément tu vas aller chercher des coureurs que nous on cherche, des révélations pour plus tard, des espoirs qui sont en train de confirmer, mais c'est pas forcément l'acabit de l'aficionados qui va regarder le Tour de France et se limiter au Tour de France. Donc ouais, faudrait vraiment qu'il lance ça autour d'un Tour de France pour essayer dans un premier temps de faire venir le plus de monde possible. Alors justement, on va s'intéresser à ce gameplay, comment ça pourrait fonctionner dans le foot globalement, comme l'expliquait Corentin tout à l'heure, en fonction de la performance d'un joueur. Quand il va marquer un but, il va marquer des points. Quand il va faire une passe décisive, il va marquer des points. S'il prend un jaune, un rouge, il en perd. Une passe un but contre son camp, c'est une véritable catastrophe. Comment est-ce qu'on pourrait transposer tout ça au cyclisme? Déjà, voilà, Benoît, Corentin, Rémi, vous qui êtes déjà sur Sorar, on partirait sur quoi? Sur des équipes de 5 comme dans le foot? Ça vous paraît bien? Oui, alors si je peux alors moi j'ai un peu bossé l'émission. Ah, très bien, c'est bien. non mais voilà, c'est un peu préparé. Alors, je sais pas ce qu'il en est de mes camarades, mais en tout cas moi j'ai préparé. Non, je rigole, j'exagère. Alors moi ce que j'ai pensé dans la constitution d'équipe et donc pour tous les tournois, d'accord, donc pour toutes les compétitions, parce qu'après on va dans les compétitions qui sont couvertes. Pour ceux qui connaissent un peu Sorar, vous savez qu'il y a la All-Star, la U23, etc., etc. Donc moi j'ai déjà aussi une liste de tournois au préalable, mais c'est toujours la même constitution d'équipe. Donc c'est toujours un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Pour moi dans le vélo, on doit garder l'extra, d'accord. On doit garder cette espèce de rôle où en gros ça peut être tout et n'importe quoi. Mais dans les 4 autres, du coup, donc il y aurait 5 coureurs dans l'équipe, il y aurait un sprinter, un baroudeur, un puncher, un grimpeur. Voilà. Ça, il y aurait au moins 4 rôles définis. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la course, qu'on soit sur une étape de plaine, de grimpette, de vallonnée, ça arrive en côte, en descente, voilà. Peu importe le scénario, peu importe la course. Pour moi, la composition d'équipe, pour que ça soit le plus,
le plus équitable possible, il faudrait donc voilà un sprinter, un baroudeur, un puncher, un grimpeur et un extra. J'ai essayé de penser à d'autres configurations de constitution d'équipe. Et derrière, c'est un peu compliqué pour. Je me suis imaginé en fait à la place de Sorare et je me suis dit si moi j'étais Sorare, comment je ferais? Et je pense que je ferais comme ça, dans le sens où si tu commences à mettre des catégories du style équipier de luxe ou tu vois porte-bidon, etc., ça peut vite un peu dérailler et tu peux vite avoir des scorings un peu bancals. Baroudeur, j'ai mis du coup ça sous forme de baroudeur. Je trouvais ça bien. Aussi parce que j'ai dans l'analyse et dans le calcul de mon scoring, ça va de mèche derrière, mais on expliquera ça un peu, je pense, plus tard. Alors c'est marrant parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Ok. Sur le fait de mettre des catégories de coureurs quand on compose son équipe. Okay. À savoir, moi je pense qu'il faut qu'on se rapproche le plus possible d'un manager, d'un directeur sportif et si tu veux dans le foot, tu vas peut-être pouvoir mettre un attaquant, 2 attaquants, tu sais que tu vas obligatoirement avoir un gardien de but, tu vas obligatoirement avoir des défenseurs, des milieux, ça c'est une obligation. Par contre en vélo, si tu as envie d'aligner au départ d'une course World Tour une équipe de sprinters, il n'y a rien qui t'interdit, alors tu as un sprinter ou 2, mais derrière des équipes de poissons pilotes, on a vu quasiment Desmar sur le dernier Tour d'Italie 2022 arriver avec Attila Walter qui est grimpeur, mais tout le reste c'était une équipe entièrement constituée autour de Desmar. Et moi je pense que le joueur, pour moi, peut avoir cette liberté de composer son équipe absolument comme il veut. Qu'est-ce que t'en penses toi, Corentin? Ouais, moi je pense que je suis un peu du même avis que toi. Après, j'ajouterais peut-être quelques subtilités. Par exemple, rajouter genre un U23, tu vois, un jeune. Obligation d'aligner un jeune dans l'équipe du départ pour que ça soit, je sais pas, un petit côté plus fun, je sais pas. J'ajouterais quelques petites subtilités comme ça, moi. Et j'ai une question et après je laisserai Benoît répondre. Juste, je pose ça sur la table. En fait, moi, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, est-ce que va pas y avoir un problème, genre par exemple, tu vois, on est à la fin du tour, forcément tout le monde va vouloir acheter des Tadej Pogačar, des Primož Roglič, etc. Donc du coup, ça va faire flamber les prix. Et d'un autre côté, ça veut dire qu'il va y avoir des sprinters qui vont être à des prix totalement dérisoires. Parce que on sera sur une fin de tour et que du coup il y aura plus et que je me suis dit en fait si on veut garder un espèce d'équilibre un peu dans les prix pour pas qu'on ait un marché qui soit totalement bullshit, je me suis dit que mettre des catégories en fait de coureurs ça pouvait permettre en fait de garder un peu l'équilibre de la force dans tout ça. Je pense que si c'est un peu YOLO, tout le monde va faire un peu son marché au jour le jour et du coup ça peut vite dérailler quoi. Parce qu'on sait très bien qu'en fonction du scénario de course et du profil de la course, du coup, si par exemple t'as fini au Mont Ventoux, t'es tenté de prendre 5 grimpeurs. Mais du coup, tu vas les acheter à quel prix? Tu vois, c'est là où je trouve que c'est un peu bullshit, un peu à ce niveau-là. Alors que si tu as une composition d'équipe avec seulement des catégories de coureurs, je trouve que du coup, tu vois, tu peux te permettre de récompenser un puncher qui en haut du Mont Ventoux, il fait un peu défoncer quoi. Voilà. Donc si tu as choisi le bon puncher, je trouve que ça récompense un peu pas l'underdog, mais dans le sens où ça récompense un peu le mec qui s'est un peu arraché, qui était un peu pas forcément prévu. Voilà moi mon analyse. Benoît, je te laisse la patate. En fait, moi, je suis parti du postulat de départ. J'ai essayé de comparer Sorare Foot et etc. Déjà, à la base, allez, je vous prends la fourchette. Hein. Il y a combien de cyclistes pro? Vous avez quoi? 30 équipes à 10 coureurs, ça fait 300, 400 coureurs comparé aux milliers de joueurs de foot qu'il peut y avoir. Donc, déjà, le postulat, il est totalement différent. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire au golf. Est-ce qu'ils vont prendre... Parce que là, on parle de faire une équipe. Et dans un classement qui est cher à ton cœur, Vincent, la Team Classification, effectivement, ça pourrait faire un championnat, tu vois, la Team Classification, c'est-à-dire que tu prends, si tu fais une équipe, comme vous avez dit, 5, tu prends à chaque fois l'étape les 3 meilleurs temps, à toi d'essayer de composer ton équipe en fonction de ça, ça pourrait être déjà un championnat, tu vois, ça pourrait être sympa à faire, mais le postulat, il est totalement différent du foot, c'est-à-dire que les combinaisons au foot, ce qui fait la force de Sorare, c'est que tu as des milliers de combinaisons possibles suivant les championnats auxquels tu participes. Donc c'est génial. Là, j'ai peur que j'ai peur qu'on restreigne en fait les possibilités par rapport au nombre de cyclistes pro et de cartes qu'on va pouvoir
qu'on va pouvoir mettre. Donc déjà, il faudrait répondre à cette question-là. Est-ce que c'est 5 coureurs, comme tu dis? Est-ce que c'est que 1? Parce qu'au golf, je pense pas que tu vas faire des équipes au golf. Je pense que tu vas, ou comme au tennis plus tard, tu vas acheter des gars et tu vas présenter des gars sur un tournoi. Enfin voilà, je suis pas sûr que tu puisses faire des teams. Donc c'est quoi qu'on veut? C'est quoi le postulat de départ? Alors je pose la question à tous. Là, vous m'avez répondu. Hein. Il y en a que vous êtes sur des équipes de 5 types. Je connais pas son point de vue. Il va répondre, mais voilà. Pour moi, c'est totalement différent en fait. Là, je suis pas sûr qu'il faut partir sur 5 coureurs. Thibaut, il y a combien de cyclistes Benoît, je pense 10 coureurs par team. Non, les équipes pro, tu as à peu près 25-30 coureurs professionnels. Il y en a 30. 30, voilà. Il y en a beaucoup plus. Et combien d'équipes en tout? Mais c'est sûr. Après, ça dépend si tu classes les World Tour, les Conti, les Pro Conti, etc. Donc tu montes vite. Après, il y en a certains qui ont des statuts de coureur pro, mais c'est du statut de coureur pro un peu plus précaire, donc c'est plus compliqué. Okay. Mais ouais, après moi je suis d'accord. Rémi se rapproche plutôt pas mal de la fantaisie Tour de France, je trouve. À la place du puncher, c'est le profil polyvalent. Mais moi, en fait, la question, c'est l'effectif, tu le fais tourner suivant ta galerie. Mais sur un Tour de France, tu vas pas garder la même compo pour tout le Tour de France, ou est-ce que tu peux changer chaque jour? C'est aussi ça la question, c'est de gérer en fonction de ta galerie, ou est-ce que tu t'imposes une équipe pour vraiment toute la semaine, pour une course d'une semaine, ou pour tout le Tour de France, ou est-ce que tu peux switcher un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des profils, si tu mets des World Tour d'un jour, si tu t'imposes des profils de grimpeurs, ce sera peut-être un peu plus compliqué sur Paris-Roubaix. Voilà. Donc non, moi j'aime bien l'idée du profil imposé, mais aussi celle d'un profil tournant. Tu peux faire ton équipe, mais tu l'adaptes chaque jour. Si on se réfère, si on transpose un petit peu ce qui se passe sur Sorare aujourd'hui, dans le foot, tu as deux game week par semaine, donc on peut faire 2 équipes par semaine. Enfin voilà, après il y a différentes catégories. Donc si on le transposait par exemple sur le Tour de France, on choisirait une équipe de 5 coureurs pour les 3 premières étapes. Il y aurait un scoring, de ces joueurs de ces coureurs sur les 3 premières étapes, avec un classement qui serait fait entre les joueurs, et ainsi de suite. Ensuite, on reprendrait les 3 étapes suivantes, et à chaque fois, on pourrait changer son équipe après 3-4 étapes. Ça serait à peu près ça, Corentin. C'est tout à fait ça, ouais. Parce que ouais, aujourd'hui, les Game Week, c'est sur 3 jours et demi. Donc c'est la semaine, elle est divisée en 2. Donc là, c'est sûr que par rapport au cyclisme, il faudrait adapter ça. C'est sûr que les Game Weeks, entre guillemets, on peut peut-être adapter d'une autre manière. Je pense 2-3 étapes, ça pourrait être déjà bien. Ou pourquoi pas tous les jours, hein, c'est-à-dire avoir un rapport qui se rapproche à peu près un petit peu des paris sportifs. Moi, j'aime beaucoup le jeu de l'entraîneur sur Winamax. Pour moi, est un petit peu une référence où on choisit 5 coureurs, on met un petit peu ce qu'on veut, et à la fin, moi j'ai envie de dire, la compo des équipes et des récompenses, ça dépend aussi un petit peu du mode de scoring qu'on va utiliser. Effectivement, Rémi, si le scoring est en partie défini uniquement sur l'arrivée et sur le classement final, là, ouais, effectivement, il faut peut-être plus équilibrer les choses. Maintenant, si on fait rentrer en ligne de compte des choses à l'intérieur du mode de scoring, notamment les relais, le temps passé en tête, une action d'un poisson pilote, ça peut peut-être être un petit peu différent, et c'est tout ce qu'on va justement essayer de définir. Alors justement, Rémi, toi qui as bossé l'histoire, le mode de scoring, tu le verrais comment? Bah, écoute, je pense que déjà, il faut un scoring un peu. En fait, je pense que si Sorare se dénature totalement, c'est plus Sorare, tu vois. Donc, je pense que du coup, en fait, faut reprendre en fait des idées qui sont déjà confirmées et qui sont adhérées par la commu déjà présente sur Sorare. Je pense que le scoring de 0 à 100, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. Avec les codes couleurs comme il y a actuellement, qui en plus ont été affinés dernièrement encore plus. Ça peut être encore mieux, hein, bien sûr, mais on peut toujours faire mieux, mais dans le sens où aujourd'hui, je pense que c'est quand même
assez clair. Pour moi, le calcul du scoring, alors encore une fois, c'est une liste qui est qui n'est pas, elle est pas terminée. Hein, je suis pas fermé. Mais pour moi, je pense que voilà, dedans, dans le calcul du scoring, donc il y a la victoire de l'étape, il y a la victoire au niveau des points montagne et des sprints intermédiaires. Donc ça veut dire qu'en fait, d'où l'intérêt de, par exemple, favoriser un peu de prendre des mecs qui sont des baroudeurs et qui vont aller dans l'échappée, tu vois. Et si tu sens des mecs qui, grosso modo, vont aller chercher les points montagne, bah du coup, ça peut être intéressant de les avoir dans ta team. Si tu favorises jamais en fait ces mecs-là, bah du coup, ça veut dire que tu tombes toujours avec les mêmes mecs dans ta team si tu veux toujours performer. Alors que je pense que si tu veux un équilibre un peu dans le marché, je pense qu'il faut favoriser un peu l'achat de mecs comme, je vais te dire n'importe quoi, mais Lilian Calmejane par exemple, qui est profil type d'un baroudeur qui va aller chercher des points montagne, des points pour les sprints intermédiaires, potentiellement, etc. etc. Okay, donc en plus de ça, moi je vois le vainqueur d'un maillot distinctif à la fin d'une étape. Alors pour reprendre les propos de Tib, moi je suis parti dans un postulat qui est une Game Week jour. Donc peut-être que effectivement c'est peut-être pas forcément le bon postulat. C'est vraiment la grosse chose que je change, on va dire, par rapport au format actuel de Sora. Mais pour moi, je pense qu'il faut récompenser celui qui a gagné un maillot distinctif, donc classement général, le classement de la montagne, le sprint, le classement jeune de l'équipe et aussi le combatif du jour. Encore une fois, pour faire en sorte que, par exemple, des mecs qui se défoncent toute la journée pour être le combatif, enfin pour aller au plus loin dans l'échappée et qui malheureusement ont perdu, ils ont le combatif du jour. Je trouve que c'est intéressant de aussi donner un marché à ces coureurs-là. J'ai aussi intégré le kilométrage parcouru à l'avant de la course, donc ça veut dire le premier de l'échappée, c'est-à-dire combien le premier de l'échappée fait de kilomètres de course. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Je pense que demain, si Sora Vélo arrive, je pense qu'on aura un peu de données sur les datas, sur le nombre de kilomètres que tu as pu parcourir en tête d'échappée. C'est pas forcément. On les a maintenant avec Pro Cycling Stats. Voilà, c'est ça. C'est pas des données trop compliquées à récupérer. Donc, suffit juste de passer quelques accords et c'est ok. Donc, je pense que déjà le nombre de kilomètres parcourus à l'avant d'une course, je pense que ça peut être bien. Et aussi pour favoriser aussi, par exemple, l'achat de mecs comme Tim Declercq ou qui mènent par exemple le peloton pendant, je sais pas, 200 bornes sur une étape de plaine. Bah typiquement, voilà, le nombre de kilométrages parcourus à l'avant du peloton. Je pense que ça peut être aussi un truc intéressant à calculer. Dans le sens où par exemple t'es sur une étape de plaine, du coup acheter un Tim Declercq, du coup ça peut être valu à mettre en extra ou en baroudeur. Voilà, donc pour moi mon calcul du scoring il est dans ces 1, 2, 3, 4, 5 éléments là. J'en oublie sûrement, j'ai pensé à plein de choses, mais je me suis dit d'un point de vue calcul et d'un point de vue homogénéité un peu du scoring, je trouve que c'est bien, ça récompense un peu tout le monde. Il n'y a pas que les leaders ou que les grosses stars. Maintenant voilà, après c'est encore une fois c'est une patate chaude. donc il faut voir un peu ce que pensent les copains, mais voilà ce que moi j'imagine comme scénario. Et Thibaut, est-ce qu'il y a des choses toi que tu rajouterais? Je pense qu'il a fait le tour. En gros, à peu près, c'est à peu près ce qu'on voit dans le jeu de l'entraîneur. Les kilomètres à l'avant, les sprints intermédiaires et tout, ça te rapporte des points, justement, et ça te force à aller chercher ce coureur low cost qui va te rapporter des points comparé à des coureurs qui sont vraiment top budget, que tu sais qu'ils vont faire quelque chose, mais malheureusement il faut un éventail un peu plus élevé. Donc oui, là de ce que j'ai relevé, je crois pas avoir d'autres points à mettre en valeur, parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir en cyclisme, bien que il y a d'autres points qui sont peut-être un peu plus développés, mais c'est sur des courses amateurs et c'est vraiment beaucoup plus subjectif. Donc non, l'histoire du fair play, des coureurs peut-être un peu plus qui ont des points un peu plus sur des trucs plus obscurs ou non. Enfin, je pense qu'on est sur le concret. Il y a une part de subjectivité après qui rentre, non? Comme on voit dans le foot un petit peu, c'est-à-dire que voilà, il y a des actions humainement qui sont dans le foot qui se déroulent, qui sont jugées par Opta, donc qui sont jugées par
par des humains et qui des fois peuvent prêter à discussion. Je pense par exemple dans le vélo. Pour moi, quelque chose que je rajouterais sur tout ce que sur votre liste, c'est clairement l'action d'un poisson pilote, c'est-à-dire définir clairement. C'est difficile, justement. Ouais, j'étais dessus, mais c'est ce que je voulais dire. Justement, quand tu parles, avant que tu partes dessus, mais c'est extrêmement subjectif. Un poisson pilote va emmener son sprinter, il va gagner. Ok, mais le poisson pilote peut très mal l'emmener et au final, le fait que son coureur ait gagné, il va avoir des points, mais subjectivement, peut-être que son travail a été dégueulasse. Alors, Corentin, est-ce que dans le foot, une passe décisive qui est foireuse, voilà, des fois on peut faire une passe qui est foireuse et elle est décisive, et une belle passe décisive, est-ce que c'est noté de la même manière ? Concrètement, oui. Concrètement, oui. Tant qu'elle n'a pas été touchée entre les deux ou autre, ouais. Le joueur, il aura les 60 points de la passe. Même si, tu fasses un centre millimétré ou un centre hasardeux et que ça retombe sur le joueur, ça sera exactement le même scoring. Et justement, toi qui es à fond dans le foot sur Sora, est-ce que dans la communauté des joueurs, il y a des discussions sur des actions qui portent à confusion, à discussion? Est-ce que des fois, on remet un petit peu en cause un petit peu l'analyse d'Opta, on va dire? Ouais, ça arrive souvent dans les actions décisives, notamment pour les tacles des joueurs. Enfin, en dernier défenseur, il y a une action en fait qui s'appelle le dernier homme qui tacle et ça fait 60 points. Et donc ça, c'est un peu hasardeux en fait. On sait jamais trop c'est quoi la règle. Et ça c'est ce qui cause le plus de soucis, on va dire, dans la communauté aujourd'hui en termes de scoring. Finalement, notre poisson pilote, ça serait peut-être un peu le dernier homme qui tacle en fait, finalement. C'est ça. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi, Benoît? Tu le verrais comment, le scoring? En gros, si on prend la passe d'ess, faut aussi prendre un malus, parce que ça arrive de temps en temps, malheureusement. Quelqu'un qui provoque une chute, par exemple, dans un peloton, il a un malus. Parce que si la passe d'ess, tu comptes ça comme un bonus, faut aussi des malus. Dans Sora, t'as plein de malus. Une mauvaise passe, c'est un malus. Donc, comme a dit Thib, si le poisson pilote fait pas son taf, t'as un malus. D'accord? Et je pense que ça, on peut le voir sur les images. Ne prenez pas Garnieri, là vous êtes mort. Hein? Non, mais Abdou Japarov à l'époque, des fois c'était aussi compliqué, mais voilà, alors il y a ça. Je pensais aussi à un bonus maillot, parce que mine de rien, quand tu as des coureurs qui pendant plusieurs jours ont le maillot et que tu l'as dans ta team, ça veut dire que tu as fait ton bon choix dès le départ. Rappelle-toi, je me souviens quand le Tour de France est parti de Bretagne, tu avais dit il y avait un pari qui va avoir le maillot le premier jour. Tu vois, enfin c'était est-ce que Van Der Poel va avoir un maillot le premier jour? Si tu as bien analysé le truc et qu'en fait tu l'avais pris dans ta team ce jour-là, je veux dire, t'as un point de bonus parce que un point, je sais pas combien de bonus, mais parce qu'il a eu le maillot. Pareil, si le maillot il va changer en montagne, si tu as anticipé qu'en fait ce coureur-là il va aller chercher des points et qu'il va prendre le maillot ce jour-là à celui qu'il avait avant, c'est normal aussi que tu sois récompensé. Donc il y aurait aussi des points, je pense, par rapport au maillot et ça récompenserait enfin quelqu'un qui analyse comme toi tu le fais, comme Thib le fait, très bien comme Rémi le fait, ou des fois vous analysez des étapes et tu dis cette équipe-là va faire le taf parce qu'ils vont emmener celui-là vers la victoire. Moi je pense qu'il faut aussi récompenser si tu trouves les mecs qui ont les maillots en fin d'étape en fait. D'accord. Au niveau des malus, Rémi, toi, il y a d'autres choses qui pourraient te traverser la tête? Écoute, en fait, moi, le projet, en fait, dans lequel je le vois, c'est que, grosso modo, en fait, parce que là, on part dans une étape classique, d'accord, mais j'ai aussi pris le postulat du contre-la-montre. Parce que le contre-la-montre, tu peux clairement pas, tu peux pas le calculer de la même manière, tu vois, t'as pas les points montagne, t'as pas les sprints intermédiaires. Alors à la rigueur, t'as le premier relais ou le deuxième relais sur les points intermédiaires en disant Tom Dumoulin il est premier au premier relais, il est deuxième au deuxième relais, mais par contre il a fini cinquième au dernier relais, à la fin. Donc du coup voilà, mais je me suis dit si on commence à calculer les trucs comme ça, c'est un peu con de mettre en avant un mec qui a été qui a défoncé le premier relais mais qui finalement arrive cinquième à la fin. Tu vois, parce que ça se trouve en fait le gars il a tout mis en fait dans le premier relais et puis derrière il s'est totalement écroulé. Donc en fait moi j'ai vu une analyse un peu différente par rapport aux étapes de contre-la-montre où en fait pour moi je fais la même constitution d'équipe, d'accord, donc je rappelle un sprinter, un baroudeur, un puncher, un grimpeur et un extra.
Mais le scoring, en fait, bah, grosso modo, le premier il a 100 points, le second il a 99 points, etc., etc. Voilà. Et du coup, tu fais de 100 à 0, et tous ceux qui sont au-delà de 100, bah, ils ont 0. Quoi. Voilà. Pour moi, je pense que si on le calcul du scoring, en fait, par rapport aux étapes de contre-la-montre, je le vois que comme ça. Pour répondre exactement à la question des malus, ouais, il y en a plein. J'avais pas du tout pensé à l'idée du mec qui provoque la chute, mais je trouve ça très intéressant. Dans le sens où si c'est vraiment volontaire, ouais, clairement c'est un malus. Après, encore une fois, tu mets où la barrière, quoi, tu vois? Tu mets où enfin, tu vois, elle est fine le moment où tu comprends que la chute elle est volontaire ou non, quoi. Il y a des fois dans le peloton ça va tellement vite quand c'est à l'approche d'un sprint, ça roule à 70, 80. Lancer des fois, je peux comprendre que la maîtrise de ton vélo, alors ok c'est ton boulot, c'est ton métier, mais ça peut être compliqué. Donc des fois se prendre des malus alors que le mec malheureusement il a un peu mal maîtrisé son vélo, ça peut être un peu con en termes de scoring, mais en soi voilà. J'ai pas 150 bonus en soi parce que selon moi en fait juste le scoring il dépend après en fait du classement final en fait. Selon moi après en gros tu prends le classement et tu calcules les points comme ça. Toi tu calculerais du premier au niveau des points, des récompenses points à l'arrivée, tu calculerais du premier au dernier. Ouais, c'est ça. Il y aurait plus de points pour le 140e que le 160e. Ouais, c'est ça, exactement. Après, encore une fois, par rapport au calcul du scoring que j'ai dit auparavant, donc j'avais pris en compte l'élément que Benoît vient de mentionner, qui était le vainqueur du maillot distinctif sur chaque journée, donc sur chaque course. Donc comprenant classement général, le classement de la montagne, le classement sprinter, le classement jeune, le classement par équipe et le combatif du jour. Et du coup en fait chaque journée en fait est un éternel recommencement entre guillemets où en fait t'as un marché qui effectivement n'est pas totalement bullshit dans le sens où si t'as pris Tim Declercq tu vois cette journée-là, dans 2 jours t'as une étape de plaine où le mec va rouler 200 bornes. Il va emmener le peloton pour, je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, Tim Merlier par exemple l'année prochaine. Voilà quoi. Typiquement, ça peut être intéressant d'avoir un mec comme ça qui roule pour aujourd'hui et pour dans 2 jours. Mais par contre pour demain, c'est une étape de grimpette, donc ton Tim Declercq, tu vas pas l'aligner. Tu vois, donc voilà, je pense que parce que j'ai essayé de réfléchir effectivement à d'autres choses, mais si tu prends pas le classement à l'inverse entre guillemets, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué de faire un scoring vraiment brut et pour enlever, en fait j'ai essayé de enlever toute subjectivité, quoi. Ça pour faire en sorte que Sorare se facilite la tâche pour le calcul et nous managers soyons pas trop frustrés dans le sens oh putain Guarnieri il a 80 points alors qu'il a emmené comme une saucisse Desmar, tu vois. Alors que Desmar il a gagné parce qu'en fait Desmar était genre 2 jambes au-dessus de tout le monde, quoi. Donc voilà. Corentin, est-ce que finalement j'ai envie de dire le plus grand frein à un projet comme celui-ci, notamment pour le cyclisme, est-ce que ça pourrait justement ne être les parties qui ne sont pas télévisées? Bah clairement oui, c'est ça. Ça va être pour le suivi parce qu'il va falloir vraiment si on commence à mettre des statistiques, il faut vraiment que ce soit très précis pour pouvoir mettre un scoring qui va s'agrasser dessus, quoi. Et ouais, ça va être plutôt la télévision, comme tu le dis, qui peut être le plus gros frein actuel. Donc en gros, sur les grands tours, il n'y a pas de problème parce qu'on sait que les étapes sont télévisées du début à la fin. Les grandes classiques, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, voilà, les monuments, on sait qu'il n'y a pas de problème. En revanche, on sait que par exemple, à l'heure où on se parle, on est le 14 juin 2022, on est en plein Tour de Suisse. Globalement, la retransmission, elle démarre, on va dire, à la moitié de l'étape ou 2/3 de l'étape. Si jamais il y a un coureur qui a provoqué une chute en début d'étape, ça malheureusement, Opta ne peut pas le voir. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Après, je sais que Opta, ils ont un peu plus de visibilité quand même que nous à nos télévisions. Attention. Est-ce qu'il n'y a pas une idée où justement ça pourrait pas développer les droits télé dans le cyclisme? Tu vois, si imaginons est-ce que imaginons Sorare se dit tiens vas-y on fout le cyclisme à la commu, est-ce que eux au préalable ils n'ont pas une puissance, enfin, tu vois, ils vont avoir une puissance d'action, une puissance de négociation dans le sens où ils peuvent dire maintenant les droits télé en gros il faut les diffuser du début jusqu'à la fin pour toutes les courses.
et on peut peut-être revoir totalement le marché des droits télé et avoir même si est-ce que Sorare n'est pas à même à terme de faire une web TV, tu vois, où en gros les droits télé, tu vois, tu vas sur Sorare TV quoi, et puis tu regarderas ta course quoi, tu vois. Est-ce que à terme on peut pas être sur un truc un peu comme ça? Enfin alors là, on part sur des trucs où voilà, c'est totalement hypothétique, mais tu vois, je pense qu'ils auraient un pouvoir aussi de négociation. Enfin, je veux dire, c'est dans l'intérêt des fédérations de cyclisme d'accepter un truc comme ça, tu vois. Plus tu mets de vélo en avant et plus t'as de licenciés, enfin plus t'attires du monde à regarder du vélo. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est plausible? Corentin? Déjà, l'idée de Sorare TV, ça fait partie d'une de mes idées que j'ai toujours eues depuis le début. Enfin, pour moi, ça, c'est une solution qui va venir un jour. Parce que par exemple, sur Winamax, t'as bien Winamax TV, des trucs comme ça. Franchement, je pense que Sorare, ils sont dans les capacités de faire ça peut-être les années à venir, je sais pas. Mais je pense que ça peut être, une bonne solution. Et ça, j'avais déjà pensé. Je me suis dit, mais pourquoi Sorare, ils font pas leur télé? Puisqu'ils ont déjà plein de droits, en fait, en travaillant avec Opta. Et ça me choquerait pas. Après, pour développer des droits TV, tout ça, je sais pas s'ils ont ces capacités-là. Parce que par exemple, le Sorare, il couvre le football, je sais pas, au Pérou. Nous, la télé française, on n'a pas les matchs au Pérou. En fait, c'est vraiment les chaînes locales là-bas qui suivent les matchs. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, Opta, ils ont quand même plus de puissance quand même que. Enfin, on dit des droits télé, mais c'est quand même assez poussé. Toi, tu verrais pas Sorare un jour pouvoir dans le foot faire une offre pour concurrencer beIN ou Canal+ ou avoir carrément la diffusion des droits d'un championnat? Ça paraît pas à moyen terme quelque chose de cohérent? Ce serait incroyable. Clairement. Je sais qu'il y avait une grosse rumeur comme ça au football là que Sorare aurait pu être le sponsor du Paris FC avec le rachat de Piqué. Il y avait une grosse rumeur comme ça dans la commune. Bon. Si je peux me permettre, Vince. Ouais, Benoît. Tu sais, dans le monde des paris sportifs, pareil, t'as des bookmakers qui proposent des ITF, des challengers. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des mecs scouter, et il y a des mecs dans les tribunes qui permettent, par exemple, à Bet365, qui est un bookmaker étranger, de proposer pléthore de paris sur le tennis. Et si Sorare avait des équipes comme ça, de mecs qu'ils envoient sur toutes les courses, et qui sont en charge, justement, suivant un cahier des charges bien précis, de relever ce qui se passe sur la course, t'aurais en fait, si la data n'existe pas, crée ta data, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Sorare envoie des mecs comme ça sur les courses qui sont en train de couvrir, et t'aurais quelque chose de très... Comme tout à l'heure, on a dit, s'il y a un mec qui provoque une chute en début de course, ils le sauront parce qu'ils ont suivi la course de A à Z. Tu vois? C'est un peu le principe que des mecs, on appelle ça je crois que c'est des scouts, sur Bet365 pour le tennis, ce qui leur permet de faire vraiment la division 1, la division 2 et la division 3 du tennis. Donc est-ce que ce serait possible pour Sorare? Ça pourrait être ça la solution. Thibaut, ça te paraît réalisable d'avoir 2-3 mecs dans les voitures suiveuses qui regardent, qui analysent un petit peu tout ça? Voiture suiveuse ou moto suiveuse? Les deux. Moi, je vois ça, je vois la moto suiveuse, la moto Sorare. Mais la moto Sorare, il en faudrait combien? Parce que le seul truc, c'est qu'il faudrait que tu observes le groupe éto, le peloton, les groupes de chasse, l'échappée, les contres. Enfin, ça peut te faire pléthore de motos à avoir juste les pour drones, avoir des les drones Sorare. Les drones Sorare, c'est bien ça. Mais du coup là, ça peut paraître compliqué parce que tu peux pas savoir le nombre de motos que tu vas devoir avoir pour collecter tes datas. En fonction du groupe. Pour moi, je pense que c'est plus simple d'avoir une web TV. Je pense que c'est plus simple pour eux et en termes d'investissement, je pense que c'est moins d'investissement d'avoir une web TV plutôt que foutre des mecs sur des bécanes et puis analyser le truc à la mano et tout. Mais les gars, on est d'accord que dans chaque course, il y a une direction de course qui est au courant de tout ce qui se passe. En logique, oui. Ouais, t'as Radio Tour. Ouais. Alors, ils sont censés savoir si le mec il est tombé, pas tombé, le mec qui s'échappe. Enfin, c'est normal. Donc, mais on sait pas toujours pourquoi. On sait pas toujours pourquoi. Et il y a des fois, justement, c'est grâce à la télévision que les commissaires peuvent juger d'une action et sanctionner un coureur parce que les commissaires ne l'avaient pas vu en course parce que malheureusement la voiture était trop loin à ce moment-là et grâce aux vues d'hélicoptère, aux vues d'une moto,
grâce à la retransmission TV, on a su que ce coureur, il fallait le sanctionner. Donc c'est peut-être aussi un peu compliqué. Il y a des parties qui sont beaucoup plus subjectives et des parties qui sont beaucoup plus compliquées à voir, contrairement à un match de football où l'endroit est cadré. Dans le cyclisme, ton endroit il n'est pas totalement cadré parce que tu te balades sur la route, tout simplement. Donc ton environnement bouge constamment. Et par contre, si je peux revenir au malus, moi il y a un malus bonus que je pourrais bien aimer. Ce serait celui qui subit et celui qui provoque la bordure. Ça ça pourrait aussi me plaire. Après, je sais pas s'il y a des malus bonus ou si c'est au football on n'y touche pas parce que c'est aussi compliqué à juger une action comme ça. Mais un joueur qui se blesse, il y a des points en fonction de sa blessure, des points en moins ou des points en plus. Je sais pas parce que au vélo, imaginons sur un Paris-Roubaix, un coureur va gagner, mais il va gagner en ayant chuté 2 fois et crevé 4 fois. Comparé à la concurrence, il y aurait peut-être des bonus à lui mettre. Après, ouais, dans le foot, quand un joueur se blesse, en fait, sur le scoring, en fait, vraiment le temps de jeu du joueur et le temps de jeu du joueur est comptabilisé dans la note. Dans le vélo, est-ce qu'un coureur qui part sur Paris-Roubaix, s'il abandonne au bout de 120 ou est-ce qu'il abandonne au bout de 200 bornes, est-ce qu'on va considérer au niveau du scoring que c'est la même chose ou pas? Puis là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Rémi, justement, aller au bout d'une course, c'est déjà avoir un classement, et un classement, effectivement, ça doit se scorer, ça doit se voir dans le score. Alors voilà, moi, Rémi, j'aurais mis quand même un petit peu plus de différence. Quand tu dis le premier marque 100 points, le deuxième 99, pour moi, il y a quand même une énorme différence entre le vainqueur et le deuxième. C'est ce qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs sur le scoring du maillot vert. Hein. Quand tu gagnes une étape, t'as beaucoup plus de points que quand tu finis deuxième ou troisième. Donc j'essaierai quand même de garder un petit barème comme ça. D'ailleurs, moi je me demande vraiment, en analysant toutes les données possibles qu'il y a dans le vélo, sur le foot on est sur 100 points. Est-ce que sur le vélo on pourrait pas être sur 500 ou sur 1000 points? Il y a quand même 180 coureurs à classer dans une course, 70, 180 coureurs. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Vraiment, si on veut classer tout le monde, il est peut-être les 100 points qui sont la marque de fabrique de Sorare. Moi, je remettrais ça un petit peu en cause en scoring sur le vélo. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les divisions. On sait que dans le foot, on peut jouer sur une division All-Star, on peut mettre tous les joueurs qu'on veut. Il y a la division des U23. Alors après, il y a le championnat asiatique, il y a la Ligue América, il y a l'Europe, il y a plein de choses. En vélo, est-ce qu'on serait sur une division unique ou est-ce qu'on peut trouver d'autres choses, Benoît? Alors en vélo, comme je t'ai dit tout à l'heure, si on part de toutes les compètes alors est-ce que déjà on mettrait pas les grands tours, déjà division, je sais pas moi, hein, après les Ardennaises, tout ça, une autre division. Alors ça pourrait être le cas, ou alors tu fais des divisions en fonction, tu sais, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les grands tours, tu as spécifiquement la team classification. Donc là, c'est pas compliqué hein, pour Sorare, hein, c'est suivant les équipes que tu fais, tu additionnes les 3 temps de l'étape, en fait. Et le mec qui voudra viser ce classement-là sur les 3 semaines, il a intérêt à bien faire ses teams à chaque étape pour pas que le mec il soit dans la charrette à la fin du peloton et que ces 3 mecs soient quand même pas mal placés. Ça te plairait, ça, Vincent, hein? Et tu peux aussi le faire sur une étape. Hein. Tu peux aussi monter. Oui, tu peux aussi monter une division team classification où tu vas aligner 5 coureurs de la même équipe et puis on va additionner les temps des 3. Ça peut être. Oui, tout à fait. Ça peut être ça, par exemple, tu vois, pour déjà une division. Mais déjà classer les grands tours, les Ardennaises, parce que c'est vraiment des trucs spécifiques. Après, tu as les tours de seconde zone qui pourraient être des Challenger Europe au foot, comme Tour de Suisse ou Tour de je sais pas quoi. Moi, il y a d'autres tours de Norvège en ce moment. C'était quoi? L'Arctique nordique, je sais pas quoi là. Il y a pas un truc comme ça en ce moment. Ouais, il y a eu le Tour de Norvège il y a pas très longtemps. Voilà, là. En ce moment, tu as le Tour de Suisse. Voilà, ce serait comme les Challenger Europe, c'est-à-dire les compétitions entre guillemets de seconde zone. Hein, je mets bien des parenthèses. Voilà, moi je vois bien quelque chose
quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment et des courses d'un jour, voilà, ou des courses d'une semaine, c'est aussi différent que des courses de 3 semaines. Donc vraiment, il y a moyen de réfléchir, il y a beaucoup de pistes de réflexion, on va dire. Rémi? Alors moi, je suis pas du tout parti alors au niveau des divisions. Déjà, je vais vous épeler les différentes divisions que moi j'ai encadrées. Et en fait, alors je fais pas par géographie de là où se passe la course. Pourquoi? Parce que il y a un nombre incalculable de courses en Europe. Après tu peux couper en deux, tu vois, tu peux faire Champion Europe, en gros l'Europe de l'Ouest, et puis Challenger Europe, Europe de l'Est. Mais c'est pareil, il y a combien de courses qui sont en Challenger Europe, tu vas pas en avoir énormément. Donc moi en fait ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit en fait on va qualifier les divisions par rapport à la nationalité des coureurs. Pas des équipes, des coureurs. Et ça donnerait un truc comme, donc il y a la All-Star, donc c'est-à-dire que toutes les nationalités de coureurs sont compris dedans. Alors tout à l'heure, c'est Corentin qui disait U23 dans le sens où il reprenait l'exemple de Soar. Moi, je pense qu'il faut élargir ça un peu et se mettre à l'idée que dans le cyclisme, le classement jeune, c'est pour les moins de 25 ans. Du coup, moi, je reprendrais ça et je mettrais un truc qui pousse jusqu'à U25, d'accord. Derrière, il y a Champion Europe. Donc Champion Europe, ça comprend quoi? Ça comprend tout simplement, grosso modo, les 5-6 nationalités. Alors, il faut déterminer ça, encore une fois, voilà. Mais les 5-6 nationalités principales dans le cyclisme. Donc, tu prends les Belges, les Néerlandais, les Français, les Espagnols, les Italiens, les Britanniques. Voilà, par exemple, ça, c'est Champion Europe. Ensuite, j'ai déterminé donc ce que j'ai appelé Reste du monde. Donc reste du monde, dedans, je mets tous les coureurs qu'on peut considérer comme l'América, d'accord? Donc les Américains, les Colombiens, enfin tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, plus Asia. Donc plus tous les coureurs asiatiques. Il y en a pas énormément dans le peloton, mais il y en a quand même. Et on peut même élargir, j'ai pas pensé, mais tu vois, je viens d'y penser maintenant, on peut même élargir à Afrique. Tu vois, donc dans le reste du monde, il y a tous les coureurs sud-américains et nord-américains, les asiatiques et les africains. Et ensuite Challenger Europe, où là t'as en gros un peu comme sur Sora, où t'as un peu tous les coureurs de pays un peu exotiques. Donc là t'aurais par exemple Slovénie. Voilà, t'aurais Slovénie, t'aurais Portugal, Turquie, qui c'est qu'on pourrait avoir là que j'ai pas en tête, mais je sais pas qui c'est. Lettonie, etc. Mais il y en a, toi, des Autrichiens, des Allemands par exemple. Voilà, par exemple, je pense que les Allemands peuvent être dans Challenger Europe, tu vois. Voilà. Donc après, effectivement, faut affiner ça. Bon, là, c'est un peu pas brut de décoffrage, mais dans l'idée, voilà. Je récapitule. Pour moi, je vois 5 divisions. Donc il y aurait la All-Star, la U25, la Champion Europe à déterminer avec 5-6 grosses nationalités dans le vélo. Le reste du monde, où là il y aurait America, Africa et Asia, et Challenger Europe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je me suis dit qu'en fait, quand tu vas chercher en fait un coureur, si tu veux, si tu prends que les équipes, ça va être compliqué, tu vas être vachement limité. Donc du coup, en fait, le seul critère, c'est sa nationalité. Après, voilà. Comment tu fais pour un Sivakov? Est-ce qu'il est russe? Est-ce qu'il est français? Voilà, Français. La carte 2021, elle est russe, la carte 2022, elle est française, tu vois. Donc, il y a ça à prendre en compte, mais c'est le seul exemple qui me vient en tête, là, qui est un peu bâtard dans l'idée. Voilà, au niveau des divisions, ce que j'avais à dire. Je trouve ça, non, j'y avais pas pensé. Moi, je trouve ça vraiment bien. Est-ce que ça, c'est une question pour Corentin. Est-ce que à vouloir multiplier les divisions dans le vélo, on pourrait pas finalement se heurter au problème qu'expliquait Benoît tout à l'heure, à savoir le nombre de coureurs professionnels à travers le monde qui est beaucoup plus faible que le nombre de footballeurs professionnels? Clairement, je pense que ça va être la principale difficulté au début, quoi. Au début, oui, ça va être ça avec le peu de joueurs par rapport au championnat. De toute façon, on le voit par exemple sur le Sorar Foot, la Challenger, c'est impossible parce que t'as une dizaine de petits championnats avec des centaines et des centaines de cartes.
Alors que la Champions, en fait, t'as les gros championnats. À la limite, je trouve que c'est plus simple à jouer que la Challenger. Donc oui, ça peut poser souci. Donc je pense peut-être, je sais pas, 3 maximum, ça serait déjà bien pour débuter. Thibaut, toi, est-ce qu'il y a des catégories que tu verrais? Ouais, je suis d'accord, mais il y a un truc qui me chagrine un peu. C'est le Challenger Europe. Pour moi, le Challenger Europe, si on se réfère un peu sur Sorare, c'est quand même, ce serait la grosse des compétitions, on va dire. Parce qu'il y a plusieurs divisions, mais il y a des divisions qui sont beaucoup plus abordables que d'autres. Et faudrait plutôt se baser sur le classement XCI des meilleures nations, parce que le problème de foutre la Slovénie du côté de l'Europe, de tiers d'Europe, tu vas avoir les deux des 3 meilleurs joueurs, des 3 meilleures cartes, les cartes les plus chères, qui vont être dans ce championnat, dans un championnat un peu plus tiers. Donc, faudrait plutôt mettre en fonction du classement UCI que la Slovénie soit rehaussée, quitte à ce qu'un gros pays malheureusement en fasse les frais, mais qu'il y a un meilleur équilibre budgétaire de ce côté-là. Benoît, t'en penses quoi? Ouais, comme toi, enfin comme Rémi, j'aimais bien la proposition de Rémi. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah oui, par rapport à Pogačar et tout ça, Roglic, bon, bah oui, t'es forcément faire une exception, t'es obligé de mettre ce pays-là forcément dans les champions. Mais à part ça, sinon, oui, j'aimais bien un petit peu ce qu'il avait fait les différents championnats. Après, J'y pensais pas, mais si on prend le parallèle avec le football, tu vois, pour reprendre ce que vient de mentionner Thib, tu vois, par exemple, si t'as Mbappé, bah tu peux pas l'aligner en challenger parce qu'en fait, vu que le challenger fait pas partie de intègre pas le championnat français et donc intègre pas le PSG et donc par extension ne dépend pas de Mbappé, du coup tu peux pas le mettre en challenger. Donc tu vois, d'un côté ou de l'autre, t'as aussi des comment dire, des défauts à ce niveau-là. Mais tu vois, encore une fois, ça dépend de la course. Là, on se réfère un peu grand tour, etc. Mais quand t'es sur Paris-Roubaix, je suis pas sûr que la ligne Roglic Pogačar soit très value, tu vois. Donc du coup, ça te change ton aspect du jeu, dans le sens où dans ta galerie, peut-être que tu auras gardé Primoz et Tadej, mais que tu vas pas constituer ton équipe avec eux sur cette course-là. Tu vois, donc après c'est toujours pareil, ça dépend de quelle course on parle. Mais moi en fait dans ma tête je me suis dit, si on commence à mettre la Slovénie en mode Champion Europe, ça veut dire que la Champion Europe tu me fais une division avec des Belges, des Néerlandais, des Slovènes et tout, voilà, c'est que des goats quoi. là c'est fini, tu défonces la division, tout le monde part en Champion, et si tu veux qu'il y ait des gens qui aillent en Challenger, tu vois, ça, et du coup pour un équilibre des chances, je me dis, tu vois, ok, tu fous des Slovènes avec les challengers, mais du coup t'as des Slovènes, t'as quoi, t'aurais des Portugais par exemple, mais du coup après t'aurais quoi, t'aurais des Turcs, t'aurais des Croates, t'aurais ce genre de nationalité là de coureurs. Et du coup, pour constituer cette équipe-là, encore une fois, moi j'ai réfléchi par rapport à mon postulat à moi. Encore une fois, rien n'est figé, hein, tu vois, c'est des briques dans des briques, quoi. Tu vois, c'est le problème, c'est que dès que tu sors une brique, du coup, faut revoir tout le truc, mais dans le sens où dans la Challenger Europe, du coup, ok, tu peux mettre Primoz et puis Tadej, mais du coup, à côté, tu vas être assez emmerdé en fait, dans le sens où pour constituer le reste de ton équipe, tu peux être un petit peu embêté. Voilà. Après. Franchement, c'est plein de questions. c'est tellement un imaginaire là qu'on se fait et quelque chose d'assez pas hypothétique, mais on essaye de se projeter pour faire en sorte que la commu en profite et Sorare en profite aussi à proposer ce Sorare vélo qu'on espère tous quoi. T'allais dire un truc, Thibaut? Oui, t'allais dire? Non, je vais pas réagir, mais non, mais pour moi. Se baser sur le classement UCI, ce serait potentiellement pour moi la meilleure des choses. De toute façon, si on se réfère aussi encore une fois au paris sportif, quand tu regardes les championnats nationaux qui sont autorisés par rapport à la NJ, ils se fixent par rapport justement à ce classement UCI.
Ah bah, très très bien. On a vu le mode de scoring, on a vu les divisions, le système de reward. Bon, là, je pense que c'est le plus simple. Un truc qui se rapproche du foot, hein. Globalement, on est dans les 7% des meilleurs scoring. On gagne des cartes. Tout le monde est, je pense, vous auriez vu des choses un petit peu différentes sur le cyclisme? Non, tout le monde est d'accord? Benoît? Non, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est quand même une des forces de Sorare, hein, les rewards. Voilà, hein, c'est quand même, non, c'est quand même super. Donc moi, je garderai un petit peu le même principe. Alors après, je suis pas sûr que le prix des rewards de cyclisme monte autant que certains joueurs de foot, et quoique, vu qu'il y en aura moins, mais non, c'est très bien le système des rewards. C'est ce qui fait aussi le succès de Sorare. Bon. Et ben justement, on passe au dernier thème, la composition des équipes et quel budget, comment on pourrait transposer ce qu'on connaît sur le foot à l'heure qu'il est sur le vélo. Alors par exemple, en admettant que Kylian Mbappé, ça équivaut à Tadej Pogacar, il vaut combien en limited, Kylian, Corentin? Alors là, ça serait dur à définir en termes de montant parce que la patate chaude, quoi. En limite, c'est 1,7 ETH. Ça correspond, là tout de suite. Alors on est le 15 juin 2022, hein. Il y a une crise de la crypto-monnaie qui s'effondre, mais voilà, le 15 juin 2022, ça vaut combien à peu près? Bah là, avec la crise, ouais, je dirais c'est 1800 €, 1900 €, quoi. Voilà. Donc voilà, un Tadej Pogacar en limited, hein. En limited. Après, est-ce qu'en vélo, je pense tout le monde sera d'accord, on aurait quand même du mal, je pense, à faire du limited en vélo. À mon avis, ce qui correspond au limited en foot, à mon avis, correspondra au rare en vélo. Je pense, hein, si on transpose. Vous êtes d'accord? Ouais. À peu près. Bah, comme a fait Sorare, en fait, Sorare est arrivé au début avec les rares. C'est après, quand ils ont vu le taux de managers qui ont grimpé, et qu'ils ont vu que les cartes en rare commençaient à vraiment grimper fort pour s'ouvrir à une plus grande communauté. Du coup, ils ont ouvert le marché des limited, et ça a permis à des toutes petites bankroll, pardon, de pouvoir, on va dire, un peu vivre ou survivre sur Sorare en faisant de l'achat-revente, etc. Donc je pense qu'il faut un peu dupliquer aussi ce même système-là, mais effectivement au préalable, au départ, je pense qu'il faut commencer avec le marché des rares, et en fonction de si la commu ça prend, s'il y a de plus en plus de volume d'argent qui est investi sur Sorare Vélo, ouais, effectivement, après pourquoi pas dupliquer les limited, et puis c'est parti, quoi. Bon, et donc voilà, donc on admettrait que le coureur qui, voilà, le coureur le plus cher, ça pourrait être quoi? Tadej Pogacar, Wout van Aert? Parce que celui qui peut rapporter le plus de points quand on voit son nombre de podiums, si on prend le truc course par course, clairement un mec comme Van Aert. Je pense que Wout van Aert, c'est le Kimmich aujourd'hui, quoi. Et Kimmich, donc, est le joueur qui rapporte le plus de points sur Sorare. Un dé, ouais. C'est un dé. Au milieu, il y a Kevin De Bruyne aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes. Voilà, c'est les deux gouttes. Mais, et d'ailleurs, on y revient à ce que je disais tout à l'heure, hein. Si tu t'arrêtes au rare et que tu fais quoi? Tu fais 100 cartes par cycliste pro. Type, tout à l'heure, il a dit, je sais plus, il y avait 20 mecs, 20 pros par équipe. 30. Il y a 30 équipes, 30 équipes. Bon, allez, je vais dire qu'en tout, t'as 1000 coureurs. Allez, 1000 coureurs, tu mets, et donc, en fait, tu ferais 100 cartes par coureur, c'est ça? En gros. J'essaye de voir le pool entier, parce que, mine de rien, c'est pour le monde entier. Donc, voilà. Et est-ce que ça, ce serait pas une problématique, justement, par rapport pour moi, en termes de scouting, tu peux aussi intégrer des coureurs qui sont pas forcément, tu pourrais pas forcément tout de suite aligner en gameplay. C'est-à-dire, par exemple, un Romain Grégoire aujourd'hui, je sais pas, je pense Thibaut, si on te dit Romain Grégoire dans ton équipe, même si tu peux pas l'aligner maintenant, mais qu'on te dit qu'il a un prix abordable et pas très cher, en te disant que dans 6 mois, 1 an, tu vas pouvoir en faire quelque chose, je pense que tu le prends les yeux fermés. Si tu inclus, justement, comme je disais, les contis, les équipes de développement, moi je dis oui tous les jours. Voilà. Donc Benoît... Oui tous les jours, parce qu'un Romain Grégoire, oui, je vais l'acheter,
parce que je sais très bien que son prix, une fois qu'il passera pro, il va augmenter exponentiellement. Les haters, pareil. Voilà, pour répondre à la question, je pense qu'on peut aussi grossir Alors, on va pas grossir, on va pas non plus tripler le nombre de coureurs, mais si on part sur à peu près 1000 coureurs professionnels, tu peux rajouter peut-être 150, 200, 300 espoirs à travers le monde. Voilà, des types justement qu'on va aller chercher en scouting. Peut-être plus, hein. On peut aussi rajouter, pourquoi pas, des cadets, des juniors, j'en sais rien. Enfin, des types qui intègrent des structures professionnelles comme stagiaires. Et à partir de là, en termes de scouting, le jeu finalement devient intéressant. C'est un petit peu comme dans le foot, si tu veux, quand tu as des réserves professionnelles avec les joueurs qui ont des contrats professionnels, mais qu'on voit quasiment, qu'on voit jamais jouer. Corentin, il m'a fait acheter comment il s'appelle, le petit Beckham Sunderland, par exemple, le gardien de but. C'est ça, ouais. Qui est troisième ou quatrième gardien dans son équipe. Bon, voilà, je pense qu'en transposant sur le vélo, il y a, je pense, des possibilités d'aller chercher des cartes en plus et de pouvoir donner un intérêt au scouting en permanence, parce qu'on rappelle aussi qu'en cyclisme, il n'y a pas de compétition pendant 3 mois. Ça s'arrête à Paris Tour, derrière ça reprend en Australie au mois de janvier. Donc ça aussi, ça peut être un petit souci. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rémi ? Ouais, bah, je suis totalement. Encore une fois, je pense qu'il faut être dans le même idéologie que Sorare a fait avec le football, c'est-à-dire au début, tu développes avec des trucs très connus entre guillemets pour vraiment que l'avènement se fasse de ce marché-là. Et une fois que t'as rassemblé une grosse communauté, là ensuite tu ouvres les vannes et tu t'ouvres à un truc où effectivement tu te mets comme vous avez dit avec les équipes de développement, etc. Et là et là c'est la chasse au trésor entre guillemets. Effectivement, après tu peux te faire kiffer, etc. Mais tu vois, au début, au préalable, tu vois, par exemple pour des gens qui sont un peu moins connaisseurs que nous, tu vois, moins taillés, on va dire, à vraiment connaître la pépite qui est dans le fin fond de la Franche-Comté. Peut-être que tu vois, au préalable, ces gens-là, ils ont peut-être pas forcément envie forcément d'aller chercher ces mecs-là. Donc voilà, je pense que ça peut être hyper bien, hyper intéressant, mais après une certaine étape, tu vois, histoire que Sorare aussi ait un peu fait le même boulot qu'ils font actuellement avec le foot, c'est récupérer les avis de la communauté et en voir ce qu'ils peuvent y faire et comment ils peuvent y travailler autour. Bon, parfait. Écoutez, moi je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, on a essayé d'imaginer dans ce podcast qui a duré un petit peu plus d'1 heure ce que serait Sorare Vélo, le gameplay du futur. Alors encore une fois, voilà, peut-être que cette émission on va se la remettre en 2024, 2025, 2026, j'en sais rien. Peut-être que le vélo va arriver sur Sorare, peut-être en 2030. Enfin, moi j'espère vraiment que ça sera avant, mais en tout cas voilà, il y a une belle communauté, il y a de belles choses à faire. On voit qu'il y a 1 milliard de solutions, des équipes à 5, des équipes, pourquoi pas des équipes à 3. On voit que sur les divisions, voilà, malgré le fait que évidemment il y a beaucoup moins de coureurs cyclistes professionnels que de footballeurs, on voit quand même qu'il y a des solutions et il y a véritablement moyen de s'amuser. Je vais tous vous remercier pour ce podcast. Si vous avez un petit dernier mot à rajouter, Corentin. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'était un réel plaisir de parler de vélo et d'imaginer tout ça tous ensemble. C'était vraiment fun. Après, encore une fois, il va bien y avoir le baseball ou le golf. Alors pourquoi pas le vélo, clairement. Encore merci à toi, Vincent. Écoute, j'espère que tu m'inviteras. Ta première vidéo YouTube sur le vélo, sur Sorare Vélo, j'espère qu'on pourra la faire ensemble. Ouais, pas de souci, c'est noté. C'est beau ça. On va peut-être la faire dans 3 ans ou dans 4 ans, mais voilà, ça va être sympa. Rémi, un petit dernier mot? Ouais, j'adore moi les projets long terme comme ça qui se définissent. Paris long terme, terme inventé par Benoît Tréanton. Exactement. Non, merci à toi, merci de la présentation et puis de la modération de cette émission qui a été hyper intéressante. Et puis c'est bien parce que c'est du coup ça permet de voir les avis un peu à chaud de chacun et du coup je trouve ça vraiment fun. Thibaut, un petit mot de fin également. Écoute, moi je suis pressé d'avoir ce Sorare Vélo. Mais le problème, c'est que combien de temps ça mettra? Moi, je sais de mon côté que j'ai quelqu'un qui m'avait contacté, un ancien trader d'un bookmaker français, qui préparait justement ce Sorare entre guillemets vélo. Ce serait une autre entreprise parce que quelque part, l'entreprise Sorare s'est engouffrée dans une brèche
et il l'a ouvert et mine de rien, la concurrence aussi peut se développer de ce côté-là. Et je sais qu'au moment où je lui en parlais, c'est-à-dire où il est venu m'en parler le 2 décembre, ils en étaient entre l'avancée pour les partenariats et la recherche de fonds. Après, est-ce que c'est un projet qui aboutira? Pour le moment, j'ai pas encore de réponse. Il faudra que je retourne vers lui. Je peux pas donner le nom précisément du site, mais je sais que à côté de Sorare, c'est en train de se développer. Et peut-être qu'un jour, plus proche qu'on ne le pense, ça sortira. Et ben voilà, Thibaut comme ça, il nous lâche une bombe à la fin de l'émission. Voilà. on est sur un truc hypothétique. Non, vous cassez pas le poireau les gars. Il y a un mec qui est sur le coup. C'est pas forcément Sorare. Ça peut arriver. Bah écoute, ouais, non, ça c'est une grosse bombe. Alors c'est vrai qu'on a appelé ça Sorare parce que on joue sur Sorare et on s'amuse sur Sorare. Maintenant, si demain il y a une autre entreprise qui arrive et qui arrive à nous donner un équivalent dans lequel on peut s'amuser. Bah on ira s'amuser. Ça c'est une vraie bombe, hein, une vraie info. La Thib, là, bam, comme ça pour terminer. Et Benoît, un petit mot pour finir. Ouais, merci à toi pour l'invite, c'est vraiment sympa. Et en fait, sans forcément le vouloir, mais on vient de poser un petit peu les jalons du premier sport à temps, qui est le cyclisme, parce qu'aujourd'hui c'est des sports à points que fait Sorare avec le foot, le golf, comment j'allais dire, le baseball. Et c'est vrai que voilà, que Sorare travaille ou une autre entité sur un sport à temps. Voilà, ça a des particularités propres et spécifiques. Voilà, donc on ouvre peut-être une brèche pour la Formule 1, qui est aussi un sport à temps, et peut-être aussi d'autres sports à temps. Donc c'est très sympa de participer à cette première émission et j'espère qu'il y en aura d'autres. L'émission 0, voilà. Moi j'espère qu'on reprendra. Vous savez quoi? On reprendra ce podcast le jour où il y aura le jour où il y aura le vélo sur Sorare ou un de ses concurrents, on ne sait pas. Voilà, ça c'était l'émission 0 et on se retrouvera pour un premier épisode, pour un vrai épisode où on pourra parler compo d'équipe, où on pourra parler trading, on pourra parler scouting, on pourra parler des compétitions, on pourra analyser les courses un petit peu comme on le fait traditionnellement avec Gilou sur Red Sport. On regarde les parcours, alors quel type de coureur on va aligner, comment on va faire, quel mec va sortir en échappée. Finalement, on va transposer ce qu'on fait un petit peu sur les paris sportifs. On va pouvoir le transposer sur des gameplays en matière de vélo. Et puis dans la communauté des parieurs, on va aussi pouvoir s'échanger des joueurs, se les vendre, puis voilà, un petit peu ce qui se passe dans le foot. Et voilà, on espère bien évidemment que ça verra le jour. Merci Thibaut, merci Corentin, merci Gilou, mais Gilou non, Gilou n'est pas là, mais voilà, je pense à lui, à Red Sport BE bien évidemment. Merci Rémi, merci Benoît, merci Corentin, merci la team, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et on espère se retrouver très très vite pour un premier épisode de Sorare Vélo. Ciao.